Il y a 4 ans, j'étais encore étudiant en génie méca. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer comment j'ai évolué dans le business. Parce que bah là, aujourd'hui, j'ai deux agences. Une agence de créateurs de contenu, où on aide des créateurs avec mon frangin à scaler. Et de l'autre côté, j'ai une agence où je monte des sales teams, je monte des agences de business pour des personnes qui veulent se développer justement. Donc, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de. Je vais pas couper les moments où je parle vraiment. Ça va vraiment être quelque chose qui va te permettre de comprendre depuis 4 ans comment j'ai évolué. J'ai un parcours exceptionnel, mais en même temps très humble. Et le but, c'est vraiment de partager comment toi aussi tu peux avoir des résultats comme j'ai. Et toi aussi, tu peux avoir des échecs comme moi j'ai. Donc le but, c'est de parler ça en toute transparence. On va se poser rapidement et puis tu vas comprendre tout ça. Je vais te donner un maximum de détails, que tu comprennes qui je suis et comment j'en suis arrivé là. C'est parti. Donc en gros, il y a 4 ans, j'étais en études en génie méca. Donc je voulais faire le DUT, puis passer ingénieur, et grâce à ce diplôme d'ingénieur, je serais passé pilote. Donc entre-temps, j'ai pas validé un semestre parce que je n'étais pas un excellent élève là-dedans, je m'amusais pas beaucoup finalement. Et c'est là que j'ai construit un van, donc un vieux van des années 80, que j'ai rénové avec de l'électricité et de l'eau, donc ça me permettrait de bouger. Et la veille du premier confinement, je me rappelle toujours, j'étais au bar avec quelques potes et je crois que c'était Macron qui annonce que le lendemain, il va y avoir un confinement. Moi j'étais fou, j'avais passé 6 mois à rénover le van et c'est là que je me dis, ok, soit je bouge maintenant, soit je serai bloqué pendant on savait pas combien de temps, peut-être 2 ans. Et de là, j'ai pris le van, j'ai roulé pendant, je crois, 11 heures avec un pote que j'avais pas vu pas revu depuis le lycée. On arrive en Suisse et c'est là qu'on s'est dit, bon, bah vas-y, on va trouver un taf pour quelques semaines, faire un peu d'argent et à ce moment-là, bah, on verra ce qu'on fait après. Donc j'ai été maçon pendant quasiment un an et demi où bah, je passais, tu vois, mon temps sur les chantiers parce que vraiment, je suis un mec qui aime bosser. Avant, tu vois, j'étais sauveteur en mer, j'avais toujours l'habitude de me faire du mal, enfin de me faire mal pour avoir des résultats. Donc ça, j'ai vraiment le mindset comme ça. Donc je bossais 10 heures par jour à casser des cailloux, à monter des parpaings. En fait, j'étais un peu le larbin, si tu veux, des chantiers, mais parce que bah, fallait gagner de l'argent. Et qu'à l'époque, j'étais payé genre 3500 francs suisses, ce qui pour moi à l'époque c'était énorme, c'était 3000 € par mois. Je vivais dans mon van, j'avais zéro charge que le pétrole. Bref, ça a commencé comme ça. Mais durant un an, tu vois, j'ai bossé vraiment pendant 10 heures par jour. C'était très compliqué, d'autant plus que l'hiver, en Suisse, là où j'étais en tout cas, il faisait jusqu'à -14. Je me rappelle de ce chiffre fétiche, c'était -14, où je dormais dans mon van. C'était tellement humide dedans que la nuit, bah, ça gelait, donc mon duvet était gelé. Et moi, j'étais malade, mais pendant des semaines. J'étais malade parce que bah, j'avais la crève, quoi, H24. Et jusqu'à un moment où je me rappellerai toujours, t'as la femme de mon patron qui, elle, était beaucoup plus gentille que le patron, qui m'avait donné la clé de l'entrepôt pour que je puisse me prendre une douche dans un baquet. Un baquet, tu vois, c'est vraiment un truc, imagine une baignoire, mais dégueulasse, là où les maçons se lavent les mains, on lave les outils, etc. Mais dans ce baquet, t'avais de l'eau chaude. Et alors à l'époque, l'eau chaude, j'en avais pas. Parce que dans le van, j'avais un bidon d'eau qui faisait 5-6 litres. Sauf que bah, ce bidon d'eau était vite froid, vite congelé, et du coup, je prenais mes douches dans les rivières, si tu veux. Je te partage vraiment les trucs en détail parce que je le fais jamais. J'aime bien ce format-là parce qu'au moins je peux me livrer à 100%. Et puis, tu vois, les personnes avec qui je bosse, je m'entends toutes bien avec elles parce qu'elles connaissent aussi ma vie perso et je connais aussi qui elles sont finalement. Bref, je te passe l'épisode du van, mais en gros, conditions de vie difficiles, beaucoup de travail. Et c'est là que je me dis, bon, il faut que je trouve quelque chose qui me permettrait de vivre à 100% de quelque chose à distance, quoi, et que je sois pas dépendant d'un endroit géographique, et qu'en plus je gagne confortablement ma vie. Je n'avais pas pour ambition de gagner 10 000 € par mois, je voulais gagner 2 000, 3 000 €, mais pouvoir voyager finalement partout. Et c'est là que je me suis lancé comme setter. Donc, un setter, si tu veux, c'est quelqu'un qui prend des coups de téléphone, tu vois, il a son ordinateur avec ses leads, il prend des coups de téléphone et il va appeler des prospects qui ont opt-in, on va dire ça en anglais, qui ont pris en fait une ressource gratuite sur une publicité ou sur une vidéo YouTube. Donc, j'étais maçon la journée, le soir, je prenais mon téléphone et j'appelais des prospects qui avaient demandé à être appelés. Donc, tu vois, je passais par semaine 1500, 2000 calls pour que des prospects prennent rendez-vous avec ce qu'on appelait à l'époque des closers. Donc, des personnes qui, elles, réceptionnent les rendez-vous et qui convertissent ces prospects en clients. Euh, et à ce moment-là, j'ai commencé justement à bosser comme closer. Et ce job de closer, en fait, ça m'a permis de comprendre que bah, les gens, ils sont prêts à acheter si tu sais comment faire une connexion, comment trouver leurs problèmes, comment trouver leurs objectifs, leur montrer et puis par des questions qu'ils ne sont pas capables d'y arriver tout seuls. Et là, tu peux pitcher ton offre. Tu vois, et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé le business, en étant maçon, à passer des coups de téléphone dans le van. Et après, je faisais du closing. Et c'est quand j'ai commencé à avoir des bons résultats en closer, je faisais entre, je crois, 80 et 100 cas par mois. Donc pas pour moi évidemment, mais pour les clients pour qui je bossais, donc les entreprises pour lesquelles je bossais, pour qui j'étais commercial finalement. Et moi, je touchais 10% là-dessus, si tu veux. Donc,
j'ai fait ça. Et puis en fait, à un moment, j'ai fait vraiment un gros mois. C'était 3 mois après avoir commencé. Et j'ai fait 102 000 euros de CA pour la boîte. Donc je leur ai dit, les gars, si vous voulez me garder, vous me passez manager. Donc c'est là qu'en fait, j'ai commencé à comprendre aussi que il n'y a pas de limite dans le business. Il y a pas de quelqu'un qui te dit, ok, tu vas être dans cette case, tu vas être salarié toute ta vie. Et tu vas faire ça toute ta vie jusqu'à ce que tu aies une augmentation dans 6 mois de 100 euros. Et encore, même pas. Tu vois, c'est 50, 100 euros de, de prime de performance. Donc c'est là que je commençais à comprendre, tu vois, que finalement, de savoir se vendre, de savoir vendre, c'était la compétence qu'il fallait que je développe. De là, je suis passé manager sur la première sales team. On faisait entre 100 et 150 k par mois avec un formateur qui vendait des formations dans l'immobilier. C'est là que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passerait si déjà j'avais une deuxième sales team? Donc là, je bossais avec Théophile Hélier, que je mets beaucoup en avant dans mes vidéos, dans les témoignages, parce que vraiment, enfin, on faisait beaucoup d'argent et c'est là que j'ai appris le management. Je gérais 4-5 closers, j'avais du turnover, je comprenais aussi comment on attirait les prospects, comment on les convertissait, comment on follow-up, comment on délivrait, etc. Et c'est de là, après, après 6 mois, 1 an, je crois que j'ai eu l'idée de me dire qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'avoir qu'une sales team, j'avais une agence qui formait des closers d'un côté et qui mettait ces closers en relation, si tu veux, avec des infopreneurs, des entreprises qui avaient besoin finalement de ces closers. Et quand j'ai commencé à faire ça, au début j'avais une dizaine de sales team, donc une dizaine de personnes qui faisaient appel, si tu veux, à moi pour recruter, manager, former des closers et les mettre finalement en relation avec eux, pour que derrière, eux ne soient plus du tout dans l'opérationnel commercial. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, je crois, et on a atteint des chiffres d'affaires qui étaient intéressants. On était quasiment à 20-25 000 euros de CA par mois, donc dans ma poche, mais je dormais plus, trop de stress. J'avais 40 personnes sur l'agence par mois, tu vois, au total. Et c'est que, en fait, j'avais un bon business parce que je répondais vraiment à un gros problème, à une grosse problématique. Mais en fait, j'aspirais tous les problèmes de mes clients et je les mettais chez moi et c'est moi qui les gérais. C'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Donc, à ce moment-là, tu vois, j'ai eu une petite illumination parce que j'ai rencontré quelqu'un en physique qui s'appelle Benoît et je lui fais un petit coup d'œil, un petit coucou par cette vidéo. Benoît qui, en fait, m'a donné goût à travailler avec des business physiques. Lui, en l'occurrence, il a une franchise qui marche super bien et il avait besoin de développer plusieurs choses dans son business, notamment son pôle commercial. Donc, à partir de ce moment-là, je suis rentré en France parce que là, tout ce qui s'est passé avant, j'étais en Suisse, après j'étais parti dans les pays du Nord, après j'étais parti à Bali, là où je suis actuellement, mais j'étais pour la première fois à Bali en 2020-2021. Et je suis rentré en France, j'ai rencontré Benoît en allant faire laver ma voiture, parce qu'il avait une franchise où il lavait les voitures et remplaçait les pare-brises. Et c'est là qu'en fait on a commencé à bosser ensemble sur le développement de sa boîte, sur digital. Et là, moi je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. Genre, il fait du CA, c'est quelqu'un qui est éduqué par rapport à ce que je propose, donc il sait qu'il a besoin de mes services, mais qui n'a pas les compétences ou pas le temps surtout de faire ce que je pouvais faire pour lui. Donc je me suis dit, je laisse un peu tomber le digital, ce qui était une mauvaise erreur, je te dirai pourquoi plus tard, et je me mets à 100% avec ce mec-là, qui est un super mec, qui est un vrai bosseur, avec qui je partage les mêmes valeurs. Donc pendant 6 mois, j'ai quasiment bossé qu'avec lui. J'avais toujours les sales team sur le côté qui m'a ramené du CA, qui avait toujours de l'accompagnement, etc. Mais j'étais vraiment hypé par bosser avec des franchises en physique. Donc, on a bossé ensemble. Et finalement, j'ai laissé un peu trop de côté digital. Mais pendant 6 mois, tu vois, j'ai ouvert des bureaux en France, dans ma ville natale. On avait 80 mètres carrés de bureaux. J'avais des sales, enfin des commerciaux qui étaient dans les bureaux. J'ai passé, je crois, 2-3 mois à faire les travaux. Et c'est là que je me suis vraiment senti comme chef d'entreprise pour la première fois. Parce qu'au début, j'étais sur mon ordinateur, tu vois, tu te mets sur un canapé, tu travailles, tu fais de l'argent, quoi. Et là, j'avais des bureaux, je me déplaçais en voiture, j'étais bien sapé, j'avais une chemise, etc. Ouais, je me sentais vraiment, tu vois, comme un chef d'entreprise, quoi, finalement. Et ce qui me plaisait le plus, et là où je performe le plus, c'est vraiment accompagner des sales teams sur le développement, accompagner des business sur le développement commercial. Et du coup, j'ai repris ça. Tu vois. J'ai repris ça. Euh, on bosse avec des agences qui veulent scaler, souvent qui démarrent. On a deux types de cibles. On a les agences qui en fait n'ont pas encore, plutôt même les solopreneurs qui n'ont pas encore d'acquisition. Donc pour qui on va faire du recrutement de setters DM pour qu'ils puissent prospecter sur LinkedIn. On va leur mettre en place une stratégie YouTube, une stratégie LinkedIn pour qu'ils puissent avoir du contenu et des rendez-vous qui tombent par l'intermédiaire en fait de ces setters-là. Et on a, je dirais 80% de nos clients, ça va être des grosses sales cibles, donc des gens qui font plus de 100 k par mois ou qui au début font entre 20 et 50 k par mois et qui veulent scaler jusqu'aux 100 k par mois, voire plus comme on a pu le faire pour Théophile, pour Anthony, que je montrerai dans une autre vidéo. Bref, ils font plusieurs clients. Et donc, quand j'ai commencé là-dessus, je me suis remis en mode, ok, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment ça que j'aime faire. Et là, tu vois, actuellement, je suis sur l'ordinateur. Il y a toute la famille qui est arrivée hier et je
je travaille quoi, à distance. Donc, je vais te montrer un peu plus à l'intérieur de tout ça, comment on travaille, et que tu comprennes vraiment ma vie actuellement, à quoi elle ressemble. Sans filtre, sans, sans en faire trop, sans en montrer trop. On dit souvent que ceux qui en montrent le plus, c'est ceux qui en ont le moins. Mais en tout cas, je vais te montrer en toute transparence comment je gère un business à distance, depuis Bali ou depuis la France quand j'y habite. Donc, en gros, là, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai des clients, sales team, qui ont potentiellement un closer ou qui n'ont pas de closer. Quand ils veulent bosser avec moi, ils veulent en fait avoir un pôle commercial, un pôle d'acquisition qui est automatique, automatisé, autonome. On entend beaucoup ces mots-là sur Digital en ce moment. Mais le but, c'est qu'ils arrivent en fait à générer des prospects et à se concentrer que sur la génération de prospects. Donc, moi, ils arrivent vers moi, on fait un diagnostic pour voir en fait quelle est leur offre, quel est leur avatar, est-ce qu'ils ont une acquisition en place, et si ils ont l'acquisition, et ça c'est les critères qu'on demande pour bosser ensemble, alors comment on traite en fait les prospects qui rentrent dans le pipeline, qui rentrent en fait dans l'écosystème. Donc certains ont du setting, certains ont du closing, mais le but c'est que moi je leur mette en place l'écosystème. Il y a deux choses à comprendre là-dedans dans un écosystème de sales team. D'abord à gauche tu vas voir le véhicule. Le véhicule c'est, moi j'aime bien l'aviation, c'est on va dire l'avion. Donc dans ce véhicule, il faut qu'on retrouve toutes les choses qui vont permettre aux bons commerciaux déjà d'être recrutés, mais en plus de performer. Et beaucoup de personnes viennent me voir en mode Mathis, est-ce que tu as un closer à m'envoyer? Est-ce que tu as un setter? Parce que j'ai un des plus gros réseaux en France là-dessus, parce que j'ai formé beaucoup de personnes. Mais ils oublient que le bon véhicule, c'est ce qui va déjà permettre de recruter, mais en plus ce qui va permettre de manager correctement et de faire performer en fait tes profils. Donc ça c'est la première chose. Il faut que tu aies un bon véhicule optimisé pour te permettre d'avoir une bonne sales team, si tu veux en effet créer une sales team. À droite, tu as maintenant le pilote. Parce qu'un véhicule sans pilote, ça ne marchera pas. Et un pilote sans véhicule, ça ne marchera pas non plus. Donc, le pilote, si tu veux, lui, c'est le A-player commercial. En fait, c'est le A-player qui, lui, va gérer à ta place les appels, qui va gérer les relances, qui va gérer tout ce que tu détestes faire, c'est-à-dire prendre des appels, trouver les problèmes des personnes, trouver les problématiques, les objectifs, leur présenter l'offre, traiter les objections, etc., etc. Donc, le but, c'est vraiment, si tu fais appel à nous pour développer une sales team, ce que tu peux faire, je pense que je mettrai un lien dans cette description, et puis c'est pas le but de la vidéo, pour que tu bookes un call, pour qu'on voit comment t'aider à structurer ta sales team. Si tu délègues une sales team, déjà il faut l'internaliser. Il ne faut pas chercher à l'externaliser à quelqu'un d'autre comme moi je faisais à l'époque, même si ça peut être attirant à première vue, il faut que tu gardes en interne vraiment ta force commerciale pour que tu puisses optimiser. Donc, je répète, tu as le véhicule, c'est la voiture, l'avion, à droite tu as le pilote, le A-player commercial. Mais pour lui, faire un bon recrutement, parce que si tu fais un mauvais recrutement, tu vas bousiller ton business, clairement. Pour le recruter, il faut que tu aies quelque chose qui soit optimisé sur le véhicule. Et quand tu vas vouloir recruter un A-player, il ne faut pas se dire, vas-y, je passe une story, je passe un post sur LinkedIn et c'est bon, c'est terminé. En fait, les bons A-players, ça se débauche. Tu vois, moi à l'époque, si tu voulais me faire partir de la sales team où je générais 100 000 balles par mois, où moi je prenais 10 000 euros de commission, il fallait vraiment que tu me donnes une bonne raison de quitter les personnes avec qui je bossais et de voir avec toi en fait comment j'aurais pu bosser, quoi, tu vois. Donc il faut vraiment que tu me donnes quelque chose qui me donne envie de partir. Et pour donner envie de partir à un A-player, il faut faire une vraie campagne de recrutement. Je recommande les étapes suivantes. D'abord, tu vas générer un maximum de profils de prospects, au même titre que tu vas avoir un CRM qui est rempli de prospects. Tu vas remplir un gros CRM pour trier après, étape par étape, et je vais te montrer justement comment, les players pour que tu puisses correctement recruter. Donc, première étape, tu vois, c'est ce qu'on a fait dernièrement pour Roland, qui a fait appel à moi pour en fait faire un pré-recrutement pour que lui puisse avoir la décision finale et qu'on puisse recruter. Donc, en gros, Roland, si tu veux, lui, il a déjà un écosystème, il tourne à 20-30 cas par mois de mémoire tout seul et il veut un closer. Donc, d'abord, tu vas sourcer un maximum de profils. Je te recommande soit de faire la publicité sous forme d'une VSL, une vidéo pour recruter des gens. Si tu as moins de budget au début, ce que je peux comprendre, tu vas simplement aller prendre des calls chez tes concurrents et tenter de débaucher leur closer. Alors, ça peut paraître pas très éthique, mais c'est comme ça que le business fonctionne. Et il faut que tu aies de toute façon une offre attractive. Donc, tu vas sourcer, quelque manière que ce soit, du trafic chaud ou du trafic froid, dans un pipeline. Ensuite, tu vas faire une fiche de candidature. Donc, tu as un formulaire, pardon. Comme ça, tu vas pouvoir trier les personnes qui viennent. Et sans même leur avoir parlé, tu peux comprendre leur expérience. Et ensuite, tu fais un premier entretien de 15 minutes. Cet entretien de 15 minutes, tu vas me remercier de le faire parce que tu vas peut-être tomber sur des gens qui ne sont pas qualifiés. Et si tu avais booké 1 heure avec eux, tu aurais perdu ton temps. Donc, premier entretien, 15 minutes de pré-sélection. Deuxième entretien, 30 minutes, où on va tester en fait les compétences des personnes qu'on a déjà présélectionnées. Et ensuite, troisième entretien, c'est dans les 2-3 profils que tu auras gardés, tu vas en garder un ou deux qui vont vraiment
être des players que tu vas pouvoir embaucher. Ensuite, tu leur fais une proposition irrésistible, tu leur fais un contrat, tu sécurises le deal, tu signes et ils démarrent. Donc ça, tu vois, c'est les deux premiers piliers pour créer une sales team. Le troisième pilier, c'est un pilier où on va voir comment faire passer ton high player, ton sales, de 0 jusqu'à l'atteinte de ses KPI en un temps le plus court possible. Donc le but, c'est vraiment de réduire un maximum le moment entre l'onboarding et l'atteinte des KPI. Exemple, si tu veux te faire un closer à 50K par mois, tu vas encaisser 50 000 euros de plus, et tu vas te poser la question de comment je réduis le délai entre 0 euros et 50 000 euros par mois. Exemple numéro 1, une sales team qui fait 15% de conversion si tu testes un mauvais player, un mauvais high player. Eh bien, tu vas prendre, on va prendre Jean. Tu vas prendre Jean qui lui va rester à 15% de conversion sur un mois, sur, je sais pas, une offre à 3 000 euros, on va dire mettre 10% de conversion, c'est le plus simple pour le calcul. Donc à 10 000 euros, tu vends une offre, pardon, à 10%, tu vends une offre à 3 000 euros et il va avoir, je sais pas, 10 calls dans le mois. C'est pas beaucoup, mais l'exemple est simple. Donc sur 10 calls, il va faire 10%, donc il va faire une vente. Ça va donc lui rapporter 3 000 euros à toi. Donc là, tu vas gagner 3 000 euros. Si maintenant, on arrive à réduire ce délai, non pas de un mois, mais il y a une semaine, parce que tu as nos bons profils, tu as le bon véhicule, tu as la bonne manière en fait d'onboarder, tu as le bon management, etc. Eh bien, on va pouvoir réduire à une semaine. Sur cette semaine-là, il va rester, on va dire, à 10%. Donc, il va faire une vente, peut-être, à 3 000 euros. Et sur les 3 semaines d'après, sur les 9 appels qui va rester, on va dire, qu'est-ce qui se passerait s'il passait de 10 à 30% de conversion? Eh bien, ça va lui faire potentiellement 3 ventes de plus. Donc, il va passer à 9 000 plus la première vente 12 000 euros. Donc, tu vois, si tu arrives à réduire le temps qu'on appelle le délai de performance, eh bien, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. En plus, tu perdras moins de temps. Et en plus, le player que tu as galéré à recruter avant restera plus longtemps parce qu'il va plus performer. Ok? La clé numéro 4, c'est de pouvoir avoir un bon management. Tu vois, pourquoi à l'époque, les mecs qui m'ont onboardé comme manager, c'est parce que je comprenais comment les mecs fonctionnent, parce que j'ai été closer aussi, j'ai été setter. C'est de comprendre aussi comment être juste, mais comment être dur des fois. Et ça, des fois, c'est compliqué de se positionner comme un leader finalement de sa team et de son entreprise. Donc, la clé numéro 4, c'est vraiment d'avoir un bon management. Si tu as un bon véhicule, tu as les bons players, tu as un délai de performance qui est court et qu'en plus tu sais bien manager, alors là, tu commences à avoir une sales team qui sera capable d'aller chercher les 1 million annuels, comme on l'a chez plusieurs clients. Le bon management, il faut que tu sois un leader, il faut que tu comprennes comment l'être, il faut que tu apprennes. Tu vois, j'ai eu Anthony la semaine dernière qui me dit, écoute, là, j'ai dans mon équipe quelqu'un qui galère un peu à faire les KPI, mais j'ose pas lui mettre la pression parce que. Donc, je me suis dit, il s'est dit en fait, je sais pas comment faire pour gérer tout ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis encore plus rendu compte que lui, parce qu'il a fait appel à nous pour une prestation où on a mis en place le CRM, donc le véhicule et vraiment toute la sales team optimisée. Il nous a aussi demandé de recruter un closer qui performe maintenant, mais il a aussi un problème sur le management. Et le management, c'est vraiment, tu vois, le fait de leader une équipe, d'être inspirant, parce qu'ils n'auront jamais plus d'inspiration, ils n'auront jamais plus d'ambition que toi. Et au-delà du côté un peu spirituel dont je te parle, il faut que tu aies les bonnes techniques de management, que tu puisses faire les beginning of the day, middle of the day et end of the day. Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu fais en début de journée avec eux, en milieu de journée et en fin de journée, pour qu'au final, tu aies un management qui ne te prenne pas plus de 20 à 30 minutes par jour, donc on va dire, 2 à 4 heures par semaine. Si tu as plus, c'est un indicateur qui dit que tu n'as pas un bon management ou alors que ton véhicule n'est pas optimisé. Si tu fais moins, c'est que c'est parfait, du coup tu peux te concentrer sur le développement de ta sales team. Donc voilà, tu as les 4 clés en gros pour scaler ta sales team et pour la faire performer. Maintenant, je vais te laisser parce que c'est le moment de profiter de la famille. En tout cas, si tu veux qu'on t'aide à créer ta sales team, soit que tu commences d'un petit chiffre d'affaires et que tu closes toi-même, par petit, j'entends qu'il faut que tu fasses déjà entre 10 et 15K par mois minimum et que tu aies une source d'acquisition qui soit optimisée pour qu'on puisse t'aider vraiment à créer une sales team. Si ce n'est pas encore le cas, on a quelque chose d'autre pour toi, mais ça ne sera pas le même sujet de cette vidéo. En tout cas, si tu veux qu'on échange par rapport à ça, je t'invite à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse voir comment on s'en ensemble par la suite. En attendant, tu peux aller voir toutes les autres vidéos. Je parle dans plein de value assets où je partage mon écran de toutes mes stratégies pour recruter des players, pour mettre en place des CRM optimisés, des canaux de communication aussi automatisés. Voilà, comment en fait systémiser et automatiser ta sales team et tout ton business de manière générale. Je te mets les vidéos aussi dans la description. En attendant, déchire ta journée. Moi, je vais sauter dans la piscine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer le lien pour qu'on puisse prendre rendez-vous, à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce. Déchire ta journée. On se voit très vite. Ciao, ciao.